Ceux qui ont voté pour Donald Trump, vous le disiez, tous ne sont pas des militants MAGA de la première heure, mais tous saluent le ralliement d'Elon Musk. Il incarne d'une certaine manière cette success story américaine à laquelle eux aussi veulent participer. Bien sûr, l'Amérique qui gagne, évidemment, et vous savez, Raphaël, à quel point ce symbole de l'Amérique qui gagne est important dans cette société. Il incarne une forme de rêve américain, je dirais un rêve américain moderne. Lorsque Donald Trump, tout à l'heure dans son discours, a annoncé que son administration irait planter le drapeau américain, la bannière étoilée sur la planète Mars, vous parliez de bons de cabri d'Elon Musk, il faisait des bons de cabri sous la coupole du Capitole. Effectivement, tout ça est excellent pour lui. Le premier bénéficiaire de l'élection de Donald Trump, c'est évidemment ceux qu'on appelle désormais ici, dans la sphère démocrate à Washington, les oligarques de Donald Trump. Vous voyez que le lexique aussi a évolué. C'était proprement inimaginable il y a quelques années. Encore une fois, ceux de vos invités qui ont fréquenté la société américaine vous le confirmeront. Effectivement, il se passe quelque chose de nouveau et d'assez angoissant. Vous parliez d'Europe tout à l'heure, mais comment l'Union européenne ne pourrait pas constater tout cela avec effroi? La première économie du monde adossée à la première armée du monde qui sera bientôt adossée au premier réseau d'influence du monde puisqu'il est contenu et il vient de la Silicon Valley. La juxtaposition des géants de la tech adossée au programme de Donald Trump, il y a quand même de quoi un peu s'inquiéter quand on vit de votre côté de l'Atlantique, en tout cas. Il y a les géants de la tech, pardonnez-moi Elisabeth, il y a les géants de la tech et puis on le voit à l'instant à l'image, c'est Kash Patel, c'est une autre figure aussi de cette future administration américaine, puisque lui a été choisi, Mathieu, pour diriger le FBI et c'est un personnage particulièrement controversé. Oui. Oui, alors il a beaucoup été décrit comme le complotiste en chef et le théoricien du complot. Ce qu'il faut voir dans la désignation de Kash Patel à la tête du FBI, effectivement, c'est tout simplement l'épuration qui va frapper les principales agences gouvernementales, les agences fédérales, et en tête, évidemment, le FBI. Et on nous dit dès ce soir même, c'est vrai qu'au FBI, on se prépare à ça dès aujourd'hui. On a bien conscience qu'on va être dans les premières cibles touchées. On nous dit d'ailleurs que certains ont pris leur retraite anticipée. Évidemment, et je dirais que certains d'entre eux n'ont même pas attendu que Donald Trump fasse son discours pour faire leur carton, évidemment. Imaginez-vous vous trouver dans la situation de cet agent du FBI qui a piloté la perquisition de la résidence privée de Donald Trump à Mar-a-Lago. Dans quel état il a pu se trouver le soir de l'élection présidentielle quand il a vu que le suspect qu'il avait contrôlé et dont il avait violé l'intimité, en tout cas si on reprend le lexique de Donald Trump, allait être le président des États-Unis. Merci beaucoup. Vous restez avec nous depuis Washington et nous on accueille ici même en plateau Fred Hoffman. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Isaac Barchicha. Vous êtes porte-parole des Républicains. Merci également pour votre présence. Et puis le politologue Jean-Christophe Gallien qui suit aussi bien la politique française qu'américaine avec beaucoup d'intérêt. Peut-être un commentaire général sur la journée qu'on est en train de vivre, Jean-Christophe. On le sait, il y a effectivement ce goût de la mise en scène très propre à la démocratie américaine qui aime montrer que ces institutions s'inscrivent dans le présent, mais toujours avec un très fort respect des traditions. Il y a 4 ans, ce respect avait été un peu écorné, il faut bien le dire, par l'absence de Donald Trump qui n'avait pas souhaité assister à ces festivités. Il estimait, lui, avoir été élu par le peuple américain et donc on lui avait volé l'élection. Aujourd'hui, vous diriez que la cicatrice est refermée ou au contraire, on le sent d'ailleurs dans le discours de Donald Trump, lui n'a rien oublié, ses partisans non plus. Je crois qu'on peut le voir de deux manières. Il y a 2 anglages. On est dans une chaîne de télévision. Il y a une premier anglage où il y avait effectivement le retour du président qui s'en va avec sa vice-présidente. Puis au même moment où Donald Trump rentrait, il a salué le président sortant, mais il ne l'a pas salué. C'est très clair, très net. Kamala Harris, qu'il a cité dans son discours parce que son prompteur certainement l'obligeait à le faire, mais sinon on a eu le sentiment qu'il n'avait pas très envie. Donc ça c'est un premier point. Après il y avait un deuxième point qui est très important, au-delà du fait que c'était à l'intérieur et qu'effectivement ça enlève un peu de la majesté habituelle, de cette dimension quand même extrêmement puissante quand même. Quand on est à l'extérieur, on est devant le Capitole, c'est pas comme être à l'intérieur dans une salle fermée. Il y avait quand même quelque chose qui était intéressant, c'est l'alignement finalement des... Alors oui, certains appellent ça l'oligarchie, mais peu importe. En tout cas,
de celles et ceux, et surtout de ceux qui sont finalement en première ligne derrière Donald Trump. Il l'était quasiment derrière la famille. Alors bien sûr, il y a M. Musk, mais il y avait Jeff Bezos, il y avait Mark Zuckerberg. Voilà, c'est quelque chose qui marque quand même un vrai changement dans l'univers de proximité. Il s'agit là pour le coup des gens qui sont juste derrière lui. On parle d'images, on parlait d'images, c'est très important pour le coup. On ne peut pas imaginer à son instant dans ce réduit, parce que c'est vraiment un réduit. Ça a fixé encore plus l'attention d'ailleurs, si vous voulez, que normalement sur l'estrade est plus importante. Puis de l'autre côté, alors écoutez, la France peut être ravie puisqu'il y avait Bernard Arnault et toute sa famille, en tout cas une partie de sa famille, 4 personnes, Gianni Infantino, très surprenant, le président de la FIFA. Quasiment derrière, vous vous rendez compte, les présidents, monsieur et madame Clinton, et donc dans un contexte extrêmement de proximité. Donc, monsieur Milley qui était légèrement sur le côté. Voilà. Donc voilà, on est dans quelque chose qui était très largement renouvelé, avec des signaux. Je ne pense pas qu'on peut estimer que tout ça, évidemment, tient du hasard. C'est des signaux envoyés. Et donc ça montre à la fois qu'il y a, oui, une continuité de la mécanique républicaine américaine, dans une capacité à continuer, et puis en même temps... On est passé dans autre chose. Dans autre chose, et... Pour finir, le discours lui-même, dès les premières phrases, a oublié cette main tendue à Joe Biden derrière, parce qu'il a dit qu'en gros, c'était la fin des temps noirs et qu'on allait vers des temps glorieux, comme peut-être l'Amérique ne les avait jamais vécu. Oui, son discours, effectivement, c'était un réquisitoire. Peut-être plus qu'en campagne. Réquisitoire contre Joe Biden, comme d'ailleurs ça avait été le cas en 2016, réquisitoire à l'époque contre les 2 mandats de Barack Obama. Est-ce qu'on n'est pas là quand même en rupture avec les usages de la démocratie américaine et la transition paisible que n'avait pas souhaité d'ailleurs, il faut le dire, Donald Trump en 2020, Isaac Barchicha. Et à l'image, encore une fois, de ce personnage qu'on voit à l'image, Kash Patel, qui est connu pour avoir une méfiance profonde envers l'État profond, justement, et qui va diriger ni plus ni moins que le FBI. Alors d'abord, on est très contents. C'est un grand jour pour nous, pour les Républicains, pour ceux qui croient depuis longtemps en Donald Trump et en son leadership. Le monde attendait ce jour depuis quelques semaines et ce jour est arrivé. Fallait-il pour autant dénigrer son prédécesseur en sa présence? Pour répondre, d'abord, il faut se remettre dans le contexte. On est aux États-Unis, le pays du show, où tout est possible. On peut s'insulter la veille, mais le lendemain, se serrer la main et se remercier. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Non, mais pardonnez-moi, je vous interromps parce que justement, on avait l'impression que Donald Trump, c'était autre chose, que les électeurs l'avaient crédité d'une forme de sincérité face au marigot. Or là, vous nous dites, ils peuvent se faire la guerre et se serrer la main le lendemain. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas on a perdu un peu de la démocratie? Au contraire, il a été élu, il a fait le strike, il a été élu aussi bien au Congrès, Chambre des représentants, à la Maison-Blanche, évidemment. Donc, il a l'appui de tous les votes. Tous les voyants sont au vert. On a vu un Donald Trump depuis le 5 novembre assez posé, assez réfléchi, qui a pris de la hauteur. Il s'est préparé. Il a appris de ses erreurs. Il fait moins de sorties de route. On l'a vu aujourd'hui vraiment porter cette veste de président des États-Unis. Il est normal, certains vous diront, qu'il règle ses comptes. Il est normal. Non, est-ce qu'il fallait pas au contraire avoir la victoire élégante, ayant tout gagné, comme vous nous dites? Il est comme il est, il n'a pas changé. Il annonce juste la couleur du programme pour lequel les Américains l'ont élu. C'est son programme. Oui. Aujourd'hui, c'était un résumé du programme. En décrivant un pays apocalyptique. Mais, écoutez, aujourd'hui, les États-Unis, s'ils sont dans cette situation et que le peuple américain a voté en masse pour Donald Trump, c'est qu'il y a eu des échecs peut-être de Barack Obama, que Trump n'a pas pu... C'est pas un triomphe, c'est pas 1984 au niveau du score. Il ne faut pas comparer, chaque élection est différente, mais il a gagné largement, et aujourd'hui le peuple américain attend des changements avec ce mandat de Trump. Fred Hoffman, vous avez été aujourd'hui rassuré de voir effectivement d'anciens présidents démocrates, de voir que même Hillary Clinton, qui n'était pas obligée de venir, s'est rendue au bras de Bill Clinton à cette cérémonie, ou au contraire inquiet de ce que vous avez entendu? Je n'étais pas rassuré du tout. Non, je crois qu'on vit dans un autre monde et je pense que ce n'était pas la même chaîne de télé qu'on a regardé parce que le discours aujourd'hui, c'était le plus sombre et négatif que j'ai jamais... Plus encore que 2016? Oui, je pense que c'est le pire. Le carnage américain s'arrête aujourd'hui et s'arrête maintenant. Ah oui, ça, c'était 2016. Vous trouvez que c'est pire aujourd'hui? Même il y avait des moments, quand il est Donald Trump téléprompteur, il y a certaines choses. Mais dès qu'il va dire des choses, par exemple, quand il parlait des incendies en Californie, il a dit, évidemment, toute la blâme sur les problèmes, c'était Biden, Gavin Newsom et tout ça. Elle a parlé des pauvres gens, mais il y avait aussi les billionnaires qui, leurs maisons, elles étaient détruites. Et il y a quelques-uns qui sont là parmi nous. Ils pensent que des gens avec l'argent. Il n'a rien à
foutre des vrais Américains. Il change son discours maintenant. Eux, ils voulaient quoi? Non, excusez-moi. Ils voulaient quoi? Ils voulaient baisser les prix, tout ce qui est les produits alimentaires, tout ça. Mais il a dit, mais en fait, vous savez que c'est assez difficile de faire. Maintenant, et pareil pour plein de choses. Il faut juste faire un petit rappel, si je peux. Donald Trump, c'est un criminel condamné. Excusez-moi, c'est un criminel condamné. Il a été condamné. Il n'a pas de peine à purger, mais il a été condamné. C'est un prédateur sexuel et c'est un menteur. Comment vous voulez qu'on croie ce qu'il dit? Mais alors, j'ai envie de vous demander, fallait-il aller à son investiture? Qui? Si vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on a mis en valeur un criminel condamné, fallait-il se rendre à son investiture? Fallait-il que des dirigeants du Parti démocrate se rendent à son investiture? Michelle Obama ne l'a pas fait. Michel Obama ne l'a pas fait. Fallait-il qu'Hillary Clinton s'y rende? Non, attendez. Ça, c'est Et qui est pas venu pour l'investiture de Biden? Donald Trump et sa femme. Non, mais c'est n'importe quoi. Direction. Alors, il a froid. On va aller quand même vers lui à Washington. C'est Karim Yayaoui qui, depuis tout à l'heure, sillonne les rues de la capitale américaine, qui recueille les réactions des Américains à cette journée d'entrée en fonction de Donald Trump. Karim, c'est l'heure du déjeuner actuellement à Washington, mais la journée va continuer. Alors, elle aurait dû avoir lieu, normalement, se poursuivre par une parade dans le Mall, qui est en fait l'avenue principale de Washington. Mais voilà, le froid aujourd'hui rend ce défilé impossible. Et donc, ça se passera dans le Capital One Arena, la même d'ailleurs, où s'expriment actuellement un certain nombre de dirigeants ou futurs dirigeants de l'administration Trump, et également où Donald Trump lui-même a tenu son dernier discours de campagne hier. Pas de campagne, de président élu. Le Capital One Arena, c'est exactement de président élu, un dernier meeting avant cette inauguration en quelque sorte de son nouveau mandat. Le Capital One Arena est devenu le cœur battant de ces 4 années à venir, en tout cas symboliquement, puisque les conditions météo étaient suffisamment mauvaises pour que tout soit chamboulé et qu'on décide d'organiser l'événement à l'intérieur. Alors certaines mauvaises langues ont dit que Donald Trump avait peur qu'à l'extérieur, on ait le sentiment qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Donc cette salle pouvait accueillir 20 000 personnes. Et on a vu tout au long de la journée des gens faire le tour des barrières qui ont été érigées dans la ville, quelques 50 km de barrières, un dispositif de sécurité énorme, même s'il était discret. Et donc tous ces gens qu'on a pu croiser nous ont dit leur joie de voir Donald Trump revenir aux affaires. Alors ils l'ont dit parfois pour des raisons différentes. On a croisé ceux qui veulent que l'économie se porte mieux et qui nous expliquent que seul Donald Trump est capable d'améliorer leur quotidien. Une économie qui, évidemment, bien pour qu'elle s'améliore, eh bien, il va falloir passer par un certain nombre de décisions que seul Donald Trump aura le courage de prendre. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure un citoyen venu de très loin, venu du Kansas. Et puis on a vu évidemment un certain nombre de témoignages concernant cette volonté affichée de Donald Trump de mettre dehors, entre guillemets, 11 millions d'immigrés clandestins, même si un certain nombre d'entre eux ont des enfants qui sont nés sur le sol américain. On a tout de même croisé une jeune femme qui est américaine depuis 2 ans seulement et qui nous expliquait que c'est impossible à faire parce que les États-Unis sont un pays d'immigration et que le pays ne peut fonctionner sans ces immigrés. Alors elle considère que Donald Trump vise surtout les bandes dangereuses qu'il a évoquées notamment lors de son meeting d'avant investiture venant du Venezuela selon lui, des bandes qui sèment la mort et le chaos aux États-Unis. Et d'après lui, c'est à cela qu'il veut mettre fin. Merci Karim Yayaoui en direct de Washington. On va écouter justement quelques mots de Donald Trump, l'introduction de son discours et puis aussi ce qui est sans doute l'une de ses premières mesures, déclarer l'urgence nationale à la frontière avec le Mexique. Tout d'abord, je déclarerai l'état d'urgence national à notre frontière sud. Toute entrée illégale sera immédiatement stoppée et je lancerai le processus de retour de millions et de millions d'étrangers criminels vers les lieux d'où ils sont venus. L'âge d'or américain commence ici et maintenant. À partir de ce jour, notre pays va prospérer et sera respecté à nouveau partout dans le monde.
Nous serons enviés par toutes les nations et nous ne laisserons plus personne prendre avantage sur nous. Durant chaque jour de l'administration Trump, je ferai tout simplement passer l'Amérique en premier. Voilà, et la prospérité de l'Amérique ne passe plus par l'immigration. Si l'on en croit Donald Trump, c'est une rupture forte qui semble aujourd'hui non pas faire l'unanimité, mais faire un relatif consensus. On n'entend pas de critiques très fortes. Jean-Christophe Gallien, il y a un changement profond qui est en train de s'opérer et qui pourrait d'ailleurs, par ricochet, être perçu ailleurs, comme ici en Europe, où on voit effectivement ces mouvements prendre de l'ampleur. Je pense qu'il faut redire, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'il y avait une dimension qui était très messianique. C'est-à-dire, pour le coup, il ne parlait pas qu'aux Américains. On sentait bien que, pour le coup, quelqu'un qui veut quand même très largement s'orienter vers ce qui est l'intérêt américain, on peut le comprendre, c'est le président élu, c'était l'ADN de sa campagne et l'ADN de son premier mandat. N'oublions pas quand même que les messages très importants étaient adressés quand même au reste du monde. À l'image, concrètement, si vous me permettez, l'exemple américain. À l'image des prises de parole d'Elon Musk depuis l'élection, qui s'est beaucoup tourné vers l'Europe. Et c'est vrai que Donald Trump lui-même a eu beaucoup de mots, de paroles à destination de l'international. C'est un peu la surprise, alors qu'il a fait une campagne très, très locale, très américaine. Alors moi, je pense que ça ne s'oppose pas à l'idée qu'on joue en permanence de cet aller-retour. On est dans un monde globalisé, ça, il ne peut pas l'ignorer, c'est un businessman. Nul doute qu'il aura à cœur d'ailleurs de faire prospérer ses affaires, sa marque, mais aussi ceux des États-Unis, bien sûr, les intérêts américains. Là, c'est très clair que l'enjeu de la frontière sud, c'est un enjeu qui marque, si vous voulez, physiquement, qui engage physiquement et qui engage des résultats. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, au-delà du fait qu'effectivement, il pousse à ce que cette version messianique des États-Unis, qui non seulement vont créer l'âge d'or du pays, mais sont aussi là pour, on l'a un peu entendu, faire la paix dans la planète, rééquilibrer, redonner des boussoles qui sont manquantes. Il ne l'a pas dit comme ça, mais en gros, les boussoles globales, elles n'existent plus. Et aujourd'hui, grâce à lui, il va y avoir une boussole globale, en tout cas dans l'aspect géopolitique du monde, que ça soit sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Il a dit la paix, moins de conflits, voire pas de conflits. On n'ira pas faire des conflits. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est une critique aussi par rapport aux démocrates. Mais il y a aussi la manière dont on peut gérer un pays, la manière dont on gère l'immigration, la manière dont on gère l'économie. Regardez, on va faire des tarifs douaniers. Quelque part, tarifs douaniers, ça ne veut pas dire qu'on va forcément les poser, ça veut dire qu'on va négocier les entrées et les sorties, combien on prend, combien vous prenez, combien... Ouais. Donc tout ça est quelque chose qui veut s'imposer au reste du monde malgré tout. C'est pas juste se replier sur ses propres intérêts, parce que ses propres intérêts dans un monde aussi conflictuel et globalisé tel qu'aujourd'hui, ça veut dire aussi quand même qu'on le fait avec les autres. On ne peut pas le faire sans les autres. Donc ça, c'est clair qu'il y avait cette dimension, non pas exemplaire, mais dire, voilà, regardez, vous allez peut-être suivre notre trace. Et ça, c'est un point quand même qui est sensible. Et il l'a fait avant. Quand vous dites qu'il était très modéré, c'est pas une critique, hein, même si on peut estimer quand même. Quand on parle du Canada, comme il en a parlé, au-delà du fait que oui, sur le plan strictement comptable, il a tout à fait raison. Après, dire qu'on va faire peut-être la 51e État du Canada, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, traiter le Premier ministre canadien de gouverneur. Voilà, le Groenland, au moment en plus où ce pauvre Premier ministre canadien s'en va, ou se fait virer, plus exactement. Et puis de l'autre côté, vous avez le Groenland, le Panama, qui a été très bien décrit aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est assez factuel là aussi, l'investissement qui a été mis, et que effectivement, la Chine, rappelons-le, qui avait menacé de créer un autre canal dans un État plus au sud, tout ça n'est pas très simple. Oui, il dit en gros, on a construit le canal, on a perdu des vies américaines et aujourd'hui, c'est pour donner ce canal au Panama, résultat aujourd'hui, c'est la Chine qui est l'opérateur du canal. Mais vous savez pourquoi? Parce que la Chine vend aux États-Unis. Parce que mon marché à moi américain est celui sur lequel les produits chinois viennent. Donc évidemment, c'est pas les produits américains qui sont vendus par le canal Panama, c'est l'inverse. Donc oui, pour revenir à des choses plus concrètes, même si ça c'était très concret, son message de mon point de vue, oui, vous avez raison, était adressé évidemment aux Américains avec une boucle. Là où à mon avis il commence à se tromper, c'est qu'il boucle beaucoup. C'est-à-dire qu'il redit beaucoup, il redit, c'était très sensible, fatigant même à la limite, et je pense qu'aux États-Unis on va voir ça. Et le deuxième point, et là c'est intéressant, et encore une fois je vous le dis tranquillement, hein, c'est pas une critique, et ça exige du point de vue européen, chinois, évidemment les autres pareil, une réaction, en tout cas une prise de conscience. Il y a une volonté, oui, d'affirmer cette marque Trump et cette marque américaine, très au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, en tout cas de manière, pour lui, positive. Il dit, stop les conflits, parlons d'autre chose, faisons du commerce, faisons des affaires, tentons le développement. Après, ce que ça veut dire, on verra bien. Isaac Barchicha, il a effectivement aujourd'hui un discours qui est un discours de on va tout renégocier, en gros, tout est à renégocier, mais nous, on va tirer dans le sens de nos intérêts à nous, Américains. C'est une manière quand même de nous déclarer la guerre à nous, Européens? Pas du tout. Pourquoi ne pas défendre son propre pays, ses propres intérêts? Tout pays
est censée fonctionner comme celle-ci. Quand on fait un accord, quand on fait une convention fiscale entre la France et les États-Unis, je suis expert comptable franco-américain, c'est que les deux parties se sont mis d'accord, chacun y trouve son compte. Oui. Et donc, à nous, Européens, puisqu'on parlait de la politique au niveau international, et les autres pays, de trouver des accords. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle The Art of the Deal, c'est-à-dire qu'il négocie, c'est un négociateur, c'est un businessman. Les Américains le savent et attendent de ça de lui. Au point de remettre en cause le consensus, au point de remettre en cause le consensus de l'après-guerre sur lequel on a quand même bâti 70 années de prospérité. On voit bien qu'il n'y a plus de consensus, il y a la guerre en Europe. Et que personne n'est incapable de faire quoi que ce soit. Macron, Olaf Scholz, tous ces gens-là sont incapables. Regardez, Trump, excusez-moi, même si mon collègue qui s'assoit ce soir à ma droite, mais qui n'est pas de droite, n'est pas d'accord avec moi, c'est que Trump n'était pas encore arrivé au pouvoir, qu'il a quand même obtenu des choses. Alors, c'est-à-dire, il a eu quand même certains otages, 3 otages hier qui sont sortis. Alors, on nous dira, oui. Ah bah c'est Biden. Eh bien, Biden, il a fait quoi pendant 1 an et demi? Eh bien, il a attendu bizarrement. Non, je rigole pas du tout. Biden, pendant 1 an et demi, il a tenté, mais comme il n'avait pas un leadership assez fort, qu'il n'avait pas de quoi tordre un Benjamin Netanyahou et les Qataris et autres Égyptiens pour arriver à un deal, bien évidemment, et ça a été souligné, que les équipes de Biden ont très bien travaillé avec les équipes de Trump, mais la locomotive, c'était Trump. Et aujourd'hui, avant même qu'il ait au pouvoir, et maintenant il l'est, mais il était prêt à incarner ce leadership. Pas que les États-Unis. Pardonnez-moi, mais ça veut dire que si le cessez-le-feu ne tient pas, ce sera la faute de Trump. Trump, vous verrez. Il prend la paternité de tout le processus. Mais il l'a dit, il l'avait dit, on parle de solution, on peut en parler d'autres, il l'a dit, effectivement, s'il y a quoi que ce soit, il y aura une tornade qui se déversera sur le Hamas. Mais ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, il y a plein de gouvernements européens qui ont choisi de tendre la main à Trump. La France, on ne sait pas trop où elle se positionne. On a un Bayrou ce matin, quand il fait ses vœux, il a peur. Il dit aux autres, venez, on s'allie pour essayer de... Mais attendez, Trump, il est là pour défendre ses intérêts de l'Amérique, à nous, autres pays, de trouver des solutions pour parler avec un leader qui enfin incarne le leadership que l'Amérique mérite. Et qui ne nous défendra pas au titre de l'article 5 de l'OTAN si, d'aventure, la Russie s'en prenait à l'une des puissances européennes. Mais pour l'instant, l'OTAN n'existe plus. Dans la réalité des faits... Non, mais dans la réalité des faits, aujourd'hui, il y a une guerre, il y a des millions de morts des deux partis russes et ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe depuis presque 3 ans ou 4 ans? Pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. On a un Biden qui aurait dû faire le job et qu'il n'a pas réussi à faire le job. Biden, il faudra aussi rappeler les choses. Il est sorti au mois de juillet 2024 de la course électorale. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de sortir, qu'on pensait que Kamala allait réussir, parce qu'il n'y arrivait pas. D'ailleurs, Kamala lui en veut. On a vu que Kamala ne lui parle plus pratiquement. Hein, c'est un glaçon avec M. Biden. Donc, ce monsieur, il a fait ce qu'il a pu. Mais aujourd'hui, on a à 78 ans un leader fort qui a, pour moi, toutes les capacités d'incarner ce leadership à l'américaine. On a entendu USA aujourd'hui. On dirait qu'on était dans un stade aux Jeux Olympiques où l'Amérique renaît, l'Amérique vit de ce rêve américain. Et on espère que ça va être le cas dans les 4 prochaines années. Fred Hoffman vous répond. Ça fait beaucoup de choses. J'ai noté 2-3 choses. Déjà, je reviens sur Israël parce que ça, je suis désolé. Qu'est-ce que vous pensez que Anthony Blinken et Biden et tout le monde a fait pendant des mois depuis 12 fois, 12 allers-retours. Attendez, c'est pas une question de nombre de voyages. Il a envoyé son émissaire une fois. Je vous donne les faits. Il a envoyé son émissaire Trump une fois alors qu'il n'était pas encore président. Un deal. On a pas un truc qui s'appelle Internet et on peut faire les visios, tout ça. Vous êtes obligé de se déplacer. On sort des otages avec une visio. Laissez-moi parler, M. Hoffman. Non mais soyons réalistes, M. Hoffman. Laissez-moi parler. Fred Hoffman, vous terminez. Allez-y. Plein de mensonges aussi. Alors même hier à la télé. Ah bah oui, excusez-moi. Allez-y, Fred Hoffman, on vous écoute. Hier, j'ai vu le ministère. Déjà, je vais juste dire une chose. En tant que porte-parole Democrats Abroad, normalement, on ne parle pas des affaires étrangères. C'est quelque chose pour nous, on est censé pas faire. Mais je vais dire... La pratique veut qu'un homme... Je préfère dire ça parce que ce soir, je vais dire quelque chose. Alors, c'est les règles que vous appliquez. En général, c'est un dirigeant politique qui, à l'extérieur de son pays, ne parle pas des affaires qui concernent son pays. Vous n'êtes pas dirigeant politique, vous représentez un parti ici, même raison pour laquelle nous vous interrogeons sur ces affaires. Pour les démocrates. Tout à fait. Mais vous n'exercez pas de responsabilité. Voilà, exactement. Je travaille pas pour les démocrates, je suis bénévole, etc. OK. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël hier a dit carrément, parce que j'ai vu de sa bouche, Trump was helpful. Il a aidé.
Oui. Il a aidé. Il a été utile. On a évolué déjà dans le discours. Oui, attendez, je peux terminer. Les efforts, Il a dit tous les rapports à ce sujet, autres que ça, sont pas exacts. Alors ça, c'est déjà une chose. Je dis pas que Trump n'a pas aidé. Tout le monde, il n'était pas utile. Tout le monde dit ça, mais c'est pas grâce à lui que hier, excusez-moi, mais hier, Biden était encore président. Alors je vais juste dire 2-3 autres choses. Au-delà du rôle effectif, parce que finalement, savoir qui a fait quoi, on voit bien que l'intention des deux dirigeants a été effectivement d'obtenir un cessez-le-feu. La question, c'est que va-t-il se passer demain et que souhaite faire Donald Trump? Il faut voir la suite. Et que surtout, quand ils travaillent ensemble, ils réussissent. Il y avait une autre chose que j'ai trouvé intéressant. Je vais juste raison pour laquelle Donald Trump n'a pas assisté à l'investiture de Joe Biden en 2020. On va pas refaire le débat de 2020. Parce que ça fait un moment que vous parlez et j'ai noté 2-3 choses. Je veux juste revenir sur une chose parce que j'ai regardé, mais en même temps, je prenais des notes et tout. J'ai pas vu Bernard Arnault. Mais je sais aussi qui était invité. Le président d'LVMH. C'était Eric Zemmour. Il y avait Madame Meloni d'Italie. Il y avait le président d'Argentine. C'est le même type de mec que Donald Trump. Vous voyez ce que je veux dire? L'Argentin a des Vous ne me laissez pas parler, mais il faut aussi dire la vérité. Ça, c'est la vérité. Monsieur l'Argentin, le président argentin. Non, mais pardonnez-moi. Ce que veut dire Fred Hoffman, je pense, c'est cette internationale réactionnaire dont parlait Emmanuel Macron. Qui a été le premier dirigeant au monde à écrire à Trump? Macron. Le premier, j'étais sur RTL, le premier qui a écrit un tweet, avant même qu'il dépasse le seuil des 260, c'est Macron. Mais il n'était pas invité. Il n'a pas été invité. Est-ce que Macron, il a fait un effort pour revenir vers M. Trump? Si vous parlez en même temps, on vous entend pas. Fred Hoffman, vous terminez. Normalement, les dignitaires comme ça ne sont pas invités aux investitures de président. Il y avait une autre chose, pour revenir sur... je ne me rappelle plus quand, mais c'était avec l'immigration. Alors, quand vous entendez Donald Trump, il parle d'invasion, une invasion. Excusez-moi, mais une invasion comme ça, pour moi, c'est quand on voit Poutine et Ukraine. Alors, oui, il y a un problème. Il a aussi parlé des étrangers. Il y a un problème à la frontière. On le sait, tout le monde. Il a parlé du sang des Américains qui était rendu impur par la présence d'étrangers. I'm going to send the troops. Le militaire, il va envoyer le militaire là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tuer tous les immigrés qui essaient de passer la frontière? Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Isaac Barchicha, que peut faire par un décret présidentiel Donald Trump que n'ont pas réussi à faire Joe Biden et Kamala Harris pendant 4 ans avec ces 7 millions de clandestins qui ont franchi la frontière? Mexique n'a pas payé pour le mur, qui maintenant le mur déjà. J'ai appris à me taire quelques minutes pour vous. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. J'apprends tous les jours. Donc, je vais essayer de tenter de faire la même chose si vous me permettez. D'abord, il faut comprendre que les États-Unis, depuis un an et demi, surtout depuis le 7 octobre, ont connu sur leur propre sol des comportements agressifs qu'ils n'ont pratiquement jamais connus. On a vu des populations, de l'agressivité, des drapeaux américains brûlés qui ont choqué l'opinion publique américaine. Ça, ce n'est pas arrivé par hasard. On a vu ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. À l'occasion du 7 octobre et des suites. Oui, bien évidemment. La Nouvelle-Orléans. Il y a aussi eu des récits totalement fallacieux sur des chiens et chats mangés. Bon, ça c'est par des migrants. C'est des détails qui peuvent arriver. Excusez-moi, mais je parle des choses éléments. Il y a eu la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans nous a dit, monsieur, c'était ISIS et ingérence extérieure. Donc aujourd'hui, on voit un Donald Trump qui pointe pas les immigrants violents, criminels, dans un premier illégaux. Dans un premier temps, il a dit qu'il ferait la chasse à tous les clandestins. Excusez-moi, dans tous les pays et en Europe, on devrait le faire, on devrait le savoir, parce qu'on est nous-mêmes touchés dans notre propre chair ici. Si on contrôlait peut-être un peu mieux nos frontières, pas en nous parlant à chaque fois Rassemblement national, extrémisme de droite ou de gauche, eh ben peut-être on serait mieux. Jean-Christophe Gallien, on le sait, l'opinion publique, ici même en France, est sensible effectivement à la volonté de lutter contre l'immigration clandestine, quitte même à aller expulser des immigrants en situation irrégulière présents sur le sol français. Ce sentiment, il est mesuré sondage après sondage, aussi bien dans l'opinion publique de droite que dans l'électorat de gauche. Est-ce que ces propos de Donald Trump vont être condamnés moralement ou au contraire trouver une résonance jusqu'à ce côté-ci de l'Atlantique et peut-être donc avoir une incidence électorale sur nos échéances à nous? Je pense qu'il n'y a pas besoin de Donald Trump pour qu'il y ait un souffle sur ces 3 questions qui sont aussi le moteur de Donald Trump. Alors, le corollaire de ma question, c'est de l'efficacité de Donald Trump dépendra la suite aussi. Non, mais attendez, alors ça, c'est un deuxième point. Ce qui m'a beaucoup moins impressionné, c'est-à-dire que la promesse est à un niveau tellement élevé, c'est-à-dire que là où j'ai trouvé que c'était au-delà de la campagne, si vous voulez, parce que pour avoir suivi la campagne de manière très précise, et pas simplement dans les meetings de Donald Trump, sur ce qui était effectivement le travail d'une campagne en général, sur tous les points de contact qui sont très nombreux dans les campagnes américaines, extrêmement développés, extrêmement agissants. Il y avait cette fois-ci quelque chose qui va très au-delà dans l'intention.
les 4 années les plus importantes de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, là, pour le coup, on est au-delà de l'ambition qu'il a décrit comme étant le moteur du pays, ce qui est vrai quand on connaît les États-Unis, avec ensuite un certain nombre de points de valeur, bien sûr. Mais là, c'est au-delà. Et je pense que c'est une des premières difficultés dans lesquelles il se met. C'est-à-dire l'arrogance qui est aujourd'hui celle pourtant de quelqu'un que j'ai vu arriver comme étant très calme, très serein, extrêmement ému. On sentait quelque chose d'assez fort. Et ce discours qui était évidemment écrit, qui n'est pas quelque chose qu'il a prononcé comme ça, est allé au-delà. Vous pensez qu'il ne correspondait pas forcément à son humeur du moment parce à lui? que j'ai même trouvé que dans ces répétitions en forme de boucle, je le redis, où cet âge d'or, qui dépasse même l'âge d'or, si vous voulez en permanence dans l'âge d'or, si vous voulez derrière, devenait quelque chose qui décrivait même une petite difficulté. On va voir effectivement ce que cette promesse qui va être évidemment vite auscultée. Dans 2 ans, il y a des élections de mi-mandat. C'est quelque chose dans lequel il se met une seringue, de mon point de vue, dans laquelle il se met. Parce qu'elle est multiple. Elle est migratoire, elle est économique. Vous vous rendez compte, s'attaquer à l'inflation. Quand on est aux États-Unis et qu'en plus on va faire des mesures de contrôle douanier avec des tarifs, c'est pas certain que, si vous voulez, qu'on puisse réussir sur l'inflation. Notamment en réduisant la main-d'œuvre. Parce qu'en expulsant des migrants clandestins, vous réduisez le réservoir de main-d'œuvre aux États-Unis. La tension sur l'inflation aux États-Unis, elle est beaucoup. Avec un bien chômage sûr à qu'elle est sur les 3%. produits de première nécessité alimentaire, par exemple, et les loyers, c'est très vrai, mais elle est aussi sur les salaires, c'est très important. Donc voilà, donc sur cet aspect-là, c'était, alors c'est encore une fois pas une critique, c'est l'idée que je trouve qu'il se met dans une seringue terrible malgré l'aéropage qui est autour de lui, et surtout peut-être du fait qu'il y a autour de lui des gens qui pressent, parce que c'est très business. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait Arnaud qui était derrière Bill Clinton, on est quand même dans un univers qui n'est pas politique, qui n'est plus géopolitique, qui est donc quand même celui des affaires. On parle de gens qui font du business et pas de la politique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur ce que vous dites sur les grands thèmes. Les grands thèmes de la campagne de Donald Trump, ils sont les grands thèmes des campagnes partout en Europe occidentale ou dans le monde qui nous correspond. C'est-à-dire le monde qui nous correspond, c'est l'Europe, même s'il est 27, plus les États-Unis. Le reste du monde ne nous correspond pas tout à fait aujourd'hui. Les 3 grands thèmes, c'est pouvoir d'achat, inflation, ainsi de suite, immigration et sécurité. Et il a martelé aujourd'hui ces 3 enjeux sur lesquels lui il rajoute ensuite quelque chose qui est propre aux États-Unis, c'est-à-dire effectivement, attention, notre équilibre de société est lié à un système de valeurs. Ce système de valeurs qui va attaquer notamment sur l'ensemble du wokisme, de gender, les choses comme ça, qui sont propres aux États-Unis. Et là, c'est ça. Mais le reste est très proche. Donc oui, dans sa seringue, il embarque aussi, quelque part, les pays européens, parce que, oui, c'est une pression. C'est une obligation de résultat. Comme nous, on l'a fait sur d'autres zones géographiques, il faut le dire aussi. Fred Hoffman, vous pensez qu'il a fixé la barre trop haut? Alors, 2 choses, en fait. Est-ce que le succès qu'a obtenu Donald Trump sur cette thématique-là, parce qu'il faut se souvenir, 2016, 2015, même lorsqu'il descend l'escalator de la Trump Tower pour annoncer sa candidature, ses premiers propos portent sur quoi? Sur l'immigration en provenance du Mexique. Et aujourd'hui, on le voit, c'est encore le thème phare de son discours. Est-ce que vous vous dites pas, nous démocrates, on est peut-être quand même passé à côté d'une réalité depuis maintenant 8 ans aux États-Unis, et est-ce que vous vous dites, c'est ambitieux, ou au contraire, il a placé la barre trop haut, c'est déraisonnable, il n'y arrivera pas? Je pense, honnêtement, on peut voir les erreurs qui étaient faites. On ne peut pas dire qu'on était parfait avec tout. Ça, de revenir en arrière, oui, évidemment, il y avait des erreurs. Mais une autre chose, l'immigration illégale a beaucoup baissé dans le dernier temps. OK, il y a encore des problèmes. Je dis ça toujours et je ne vais jamais dire c'est parfait. Mais la façon que Trump décrit qu'est-ce qui se passe, qu'il y a des pays qui envoient des criminels et tout ça, mais ce sont des mensonges. Bien sûr, il y a des criminels qui arrivent, mais c'est pas comme Venezuela et je sais pas combien. Hier, il a cité le Congo, mais ça vient d'où ça? Ah oui, vous connaissez le Congo? Ah oui, bad people. Non, mais c'est pour moi quelqu'un intelligent, même si démocrate ou républicain. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui juste prend des mots comme ça, des idées comme ça. Et en fait, juste une chose, excusez-moi, Donald Trump n'était pas politique, mais il n'était pas si éduqué, je veux dire. Il ne connaît pas l'histoire des US. Il n'a que l'entourage autour de lui qui met des idées. Depuis combien d'années maintenant, avec le projet 2025 que maintenant ils sont en train de mettre en place. C'est pas lui qui sait. Un jour, c'est quelqu'un qui dit les responsables de la police des frontières ont appelé à voter pour lui. Il y a quand même dans l'imaginaire collectif américain l'image de Ciudad Juarez, qui est une ville mexicaine à la frontière, qui est une plaque tournante du trafic de drogue. Quel pourcentage des Américains ont voté pour lui? Les Américains. Quel pourcentage des Américains qui ont voté pour lui? 1 sur 2 pratiquement. Non, parce qu'il y avait 90 millions qui n'ont même pas voté.
Oui, des gens disent ça. Oui, élection après. C'est pour ça que 60% de participation aux États-Unis, c'est un taux de participation élevé. Oui, mais c'est pas quand tout le monde dit que les Américains voulaient Donald Trump. Il y avait 33 ou 31,2% qui voulaient Donald Trump. Isaac Barchicha vous répond et puis on repartira à Washington. Voilà. Alors, je voudrais quand même, si vous me permettez, calmement, remettre les choses dans l'ordre. Je trouve dommage de voir une gauche dans toute sa splendeur, ce que nous on appelle le wokisme, ne pas avoir un peu d'humilité et dire attendez, la promesse que Biden a faite. J'ai pas besoin, franchement. Non, mais dites-vous, j'ai dit le wokisme en général. C'est pas le wokisme, c'est mes valeurs, monsieur. Alors, vos valeurs, je ne les connais pas, je vous respecte. Ah, voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que. De façon de vous parler, ce que je dis, c'est que la gauche, Biden, a promis l'Inflation Act qui a été en 2022, un décret pour combattre l'inflation. Aujourd'hui, il s'est rien passé. Malheureusement, l'inflation est galopante aux États-Unis. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres. L'inflation est tombée sous les 3%. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres, Isaac Barchicha. Les chiffres, on peut les tordre comme on le veut. Et n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai parlé de chiffres? Non, mais les prix restent élevés, mais ils augmentent beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, le coût de l'immobilier, le coût de la vie, et ça, tout le monde le sait et le ressent. Ils sont élevés, mais ils augmentent moins vite. Est-ce que le reste, les salaires et autres, ont relevé. Donc le coût de la vie d'un Américain moyen, il ne s'en sort plus. Quel est aujourd'hui le bilan de Biden? Moi, je voudrais qu'on me dise 5 choses que Biden a été capable de faire. Économique. Il a relancé l'économie après le confinement. D'abord, Trump a déjà démarré énormément de choses en 2020 qu'il n'a pas pu finir. Biden est arrivé, l'économie américaine, vous savez qu'elle refonctionne beaucoup plus vite que les autres économies, notamment européennes. Donc l'économie américaine n'a pas forcément besoin de grandes actions, de grandes mesures pour redémarrer, et ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, on a un Biden qui, sur la scène internationale, on l'a vu, leadership à côté de ses pompes. On parle de criminels, il a quand même gracié son fils Hunter. Et encore hier ou ce matin, encore 5 personnes à titre préventif. À titre préventif. Parce qu'il craignait que Donald Trump n'instrumentalise la justice. Il n'y a pas de justice. Oui, il n'y a pas de justice, mais laissez la justice faire. C'est que la justice pour Trump, ou le criminel. Le criminel. Mais laissez la justice faire son job. C'est tout. Voilà. Et donc, mais c'est pas grave, on ne pourra pas s'entendre, on ne pourra pas partir en vacances ensemble. C'est pas grave, c'est pas l'objectif de ce soir. Mais ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est qu'on a vu un Trump, je pense, rassembleur. Il est fidèle à ses valeurs, il parle comme il le fait d'ordinaire, c'est-à-dire un monsieur. Les gens diront c'est du populisme, moi j'appelle ça de la normalité. C'est-à-dire qu'il parle un langage que les gens comprennent et que les gens aiment. Aujourd'hui, on a retrouvé quand même Google, Amazon, Facebook, TikTok, tous ces gens-là, tous ces gens-là étaient de gauche pratiquement. Même Elon Musk avait voté Biden. Bizarrement, ils se sont réveillés la nuit, éclair d'illumination, et hop, money, pourquoi il veut enrichir les Américains, et pourquoi pas il veut mettre des tarifs des douanes pour enrichir les Américains, rééquilibrer les forces commerciales. Merci, vous nous avez offert un bel exemple effectivement de fracture américaine, mais c'est peut-être ça aussi l'état du pays. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas Isaac Barchicha, Fred Hoffman et Jean-Christophe Gallien, pour nous avoir livré aussi votre regard sur cette investiture aux États-Unis. On repart justement à Washington, rejoindre Elisabeth Alain et Mathieu Mabin qui continuaient de suivre pour